Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la présentation de cette étude. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé l'hiver dernier en partenariat donc avec le laboratoire Boehringer et puis le GTV Bourgogne. Je vais avoir du mal à vous regarder dans les yeux aujourd'hui pendant que je vous parle, mais je pense que vous saurez être attentif au diaporama. Donc pour commencer, je ne sais pas si tous les gens avaient eu la chance justement de participer ou d'assister au roadshow qui avait été organisé il y a 1 an et demi par le laboratoire Boehringer. Donc je voulais quand même remettre en place certains petits détails, notamment au niveau du contexte, au niveau européen. Donc rapidement, les pestivirus peuvent être regroupés en 4 espèces majeures. Et vous voyez là sur cette diapo qu'on a quand même un arbre génétique qui se divise très nettement entre le type 1 justement de BVD bovin, donc qui est dans le petit encart rose, avec l'encart gris de BVD de type 2. Et effectivement, au niveau antigène, on a des différences majeures qui différencient relativement bien ces deux types. Et puis après, donc en vert, vous avez les pestivirus qu'on va retrouver plutôt dans la faune sauvage, type les girafes. En jaune, les suidés, et puis en bleu, tout à fait la grande famille, on va dire, de la border disease, qui est plus proche donc des petits ruminants. Donc voilà, ce qui est important, c'est de bien voir que génétiquement, on a quand même une différence entre le type 1 et le type 2, et c'est ce qui était motivant en fait pour voir si effectivement on avait une circulation de l'un et de l'autre en région Bourgogne. Alors, rapidement le contexte. Le BVD de type 2 a été isolé notamment en Allemagne, on y reviendra un petit peu après, assez récemment. Au niveau de la prévalence, on estime qu'il y a à peu près moins de 10% en Europe du type 2 par rapport au type 1. Alors au début, on l'avait décrit comme étant un virus très agressif, avec des formes notamment de syndrome hémorragique qui avaient été régulièrement associées à l'isolement du BVD de type 2. Mais finalement, on peut avoir des formes tout à fait classiques, hein, comme on le connaît très bien avec le BVD de type 1. On peut juste souligner qu'en général, le type 2, il semblerait qu'il soit éliminé beaucoup plus rapidement de l'organisme que le virus de type 1. Et on y reviendra un petit peu après, ça peut expliquer notamment les différences de réaction au niveau des anticorps. Alors le type 2 a été isolé pour la première fois dans les années 90 aux États-Unis. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, on considère qu'il y a à peu près 50% de type 1, 50% de type 2. Alors pourquoi on a évolué vers un 50-50 alors que le type 2 était moins fréquent dans les années 90? Est-ce qu'on peut le mettre en relation avec une vaccination massive contre le type 1 qui aurait laissé la place justement au type 2 en fait pour se développer et s'implanter? C'est une question qu'on peut se poser. Concernant donc la répartition en France, ce qu'on savait donc avant cette étude, c'est qu'on avait à peu près, voilà, on avait isolé du type 2, donc souvent qui était isolé par quelques laboratoires français en PCR, ils arrivaient à faire la différence en fait entre type 1 et type 2. On estimait à peu près à 2% hein, la prévalence de ce type, avec voilà une grande dominance des souches 1B et 1E. Alors concernant nos voisins européens, il y a pas mal de pays qui travaillent dessus. Vous savez qu'il y a des pays même qui se sont lancés dans des plans d'éradication. Je citerai notamment l'Allemagne et la Suisse qui nous touchent. Et en Belgique, on est autour de 5% de prévalence hein, pour le type 2. Et en Allemagne, on arrivait à peu près aussi aux mêmes choses, en sachant que les Allemands, c'est pour ça qu'on s'appuiera un petit peu sur des méthodes qu'ils avaient développées, ont eu une épidémie de type 2 donc en 2013. Certains ont peut-être eu la chance de voir l'article justement qui était paru dans le bulletin des GTV qui décrivait très bien cette épidémie. Bon, en fait, on était parti d'un infecté transitoire et qui avait créé une épidémie de BVD de type 2 en Allemagne récemment. Mais on reste avec une dominance, même dans ces pays qui ont connu des épidémies assez importantes, avec une prévalence donc du type 1. Donc tout ça pour nous amener en fait à l'enquête sérologique qu'on a effectuée donc en partenariat GTV Bourgogne et puis laboratoire Boehringer. Donc cette étude avait été initiée par Nicolas Roch, donc qui est vétérinaire praticien à Mont-Solémine et membre du GTV Bourgogne, avec Christian Guidarini, donc vétérinaire laboratoire Boehringer. Et donc l'objectif de cette enquête, il y en avait deux principalement, c'était évidemment de tester la prévalence du génotype 2 en France et se dire est-ce que les 2% qu'on connaissait, est-ce que c'est la réalité? On a vu quelques cas notamment dans le centre de la France, en Bretagne, où on avait trouvé du type 2. Donc est-ce que cette prévalence est aussi faible ou est-ce que ça circule plus massivement? C'est aussi
via la technique de séroneutralisation, d'évaluer en fait la protection des cheptels français par rapport à ce type-là. Et puis au final, c'est aussi confirmer la forte prévalence du virus BVD, qu'il soit de type 1 ou de type 2, au travers de nos campagnes bourguignonnes, en sachant que bon, on aurait bien aimé associer nos amis franc-comtois qui nous ont rejoints maintenant dans la grande région, mais ils se sont lancés eux dans un plan d'éradication. Alors concernant les investigateurs, donc vous voyez, j'ai mis donc il y avait 2 cabinets de Côte d'Or, 2 cabinets de la Nièvre, 7 de Saône-et-Loire et 2 dans Lyon. Alors vous allez me dire pourquoi 7 de Saône-et-Loire, ils sont encore privilégiés, mais non, c'est tout simplement parce qu'on a essayé d'être en relation avec le nombre de vaches gestantes, hein, puisque la Saône-et-Loire reste quand même très loin devant les 3 autres départements bourguignons. Et par contre, dans chaque structure, il n'y avait qu'un seul investigateur. Alors j'avais mis la photo là du prélèvement à la queue, mais j'y reviendrai juste après dans justement le déroulé de l'étude. On a fait des prélèvements à la veine jugulaire. Alors, déroulement de l'enquête, initialement, Christian Guidarini avait prévu de recruter en gros une cinquantaine d'élevages, et dans chaque élevage, on était censé faire en fait prélever 5 animaux. Alors classiquement, dans les recherches BVD, quand on essaie de mettre en évidence une circulation virale, on va plutôt s'orienter sur des tests sérologiques qui sont souvent effectués sur les jeunes, première année de pâture, parce que si on a une positivité, on considère qu'effectivement le virus circule. Mais là, c'était pas du tout l'objectif. Ce qu'on voulait voir justement, c'est si nos cheptels avaient été par le passé en contact avec du virus, alors qu'il soit de type 1 ou de type 2. Et du coup, on avait ciblé en fait au contraire des vaches en moyenne âgées de 6 à 8 ans, avec des rangs de vélage, donc on va dire supérieurs à 2 à partir du 3e veau. Ce qui nous permettait en fait d'avoir plus une photographie de ce qui avait pu se passer les années avant. Et donc avec un objectif initial de 250 prélèvements à réaliser, répartis donc sur l'ensemble de la région Bourgogne, au prorata donc du nombre de vaches gestantes par département. Donc au final, 13 cabinets vétos ont été impliqués, et on a même prélevé 2 élevages de plus que ce qui était prévu, avec la répartition que vous pouvez voir donc dans le petit tableau. Donc 52 prélèvements, ça veut dire, 52 élevages prélevés, ça veut dire 260 prélèvements au total. Alors pour comparer par rapport justement à ce que les vétérinaires, notamment bourguignons, sont parfois très indisciplinés, surtout en pleine saison de vélage, mais vous voyez qu'on a réussi à coller à peu près à la demande initiale, hein, donc je vous ai mis dans le tableau, là en rouge, en fait, vous avez l'objectif initial de répartition des prélèvements, et vous voyez alors, on a juste eu un petit souci sur la Côte d'Or, là on n'a pas réussi à prélever ce qu'on voulait, mais parce que les périodes de vélage étaient un peu plus avancées, et le recrutement était un petit peu plus compliqué, la tuberculose aussi n'aidant pas non plus à motiver nos éleveurs pour réaliser parfois des études au sein de leur cheptel. Donc voilà, donc on a grosso modo bien répondu à la demande. Alors le déroulement de l'enquête, je vais vous en parler quand même parce que ça nécessitait une certaine logistique. Il y avait une nécessité de rigueur dans les prélèvements, c'est pour ça qu'on n'a fait qu'un investigateur par cabinet. Ça permet aussi de gagner du temps, d'éviter de répéter le protocole à chaque fois. Et donc les prélèvements étaient réalisés donc à la veine jugulaire. Il fallait en gros au minimum prélever 10 ml de sang à chaque vache. Et puis une fois qu'il fallait essayer de grouper en fait tous nos prélèvements, puisque le laboratoire d'analyse était situé en Allemagne, et il fallait pouvoir transmettre nos prélèvements rapidement. Donc un transporteur avait été sélectionné par Sandrine Bernard, qui est la permanente du GTV Bourgogne. Et pour limiter notamment les frais d'envoi et d'acheminement, puisqu'il fallait que ça soit sous couvert du froid, l'idée c'était que chaque investigateur puisse prélever ces 5 élevages le même jour, centrifuger tous ces tubes de sang, récupérer le sérum, et il en fallait au moins 2 millilitres. Et par ailleurs, j'en profite pour faire une petite remarque, c'est que je comprends maintenant pourquoi les laboratoires départementaux sont pas très contents quand on leur envoie des tubes de sang avec pas grand chose dedans, parce que pour récupérer 2 millilitres de sérum sur du sang de bovin, c'est pas toujours facile. Donc les dates de prélèvement ont été pareil, relativement groupées. Donc on a commencé le 21 décembre. Alors le 21 décembre, en fait, il n'y en a eu qu'un, tout simplement parce que c'est un élevage de plein air et que l'éleveur voulait pas reprendre ses animaux, et du coup on a profité de la prophylaxie pour effectuer les prélèvements. C'est un élevage dans lequel on avait isolé du BVD, donc on savait que c'était intéressant de prélever cet élevage-là. Et donc tous ces prélèvements devaient être faits le lundi ou le mardi au plus tard, puisqu'après il fallait qu'on ait une arrivée au laboratoire en Allemagne au plus tard le jeudi.
Voilà, donc c'était assez contraignant, mais au final, tout le monde a bien joué le jeu et on s'en est pas trop mal sorti. Puisque l'objectif au niveau timing, donc on avait dit qu'on essayait d'arrêter les prélèvements au 15 février et c'était parfaitement obtenu. Alors, la typologie des élevages enquêtés, ça c'est important. Donc en gros, bon, région Bourgogne, vous vous doutez bien que des vaches de couleur, on n'en a pas beaucoup. Ça reste quand même très blanc. Et donc vous voyez qu'il y a plus de 30 élevages allaitants donc, qui ont été prélevés, dont certains, notamment dans le sud de la Saône-et-Loire, sont naisseurs-engraisseurs. Et puis on a quand même enquêté quelques élevages laitiers, puisqu'on avait deux investigateurs en fait qui étaient dans des zones un peu plus laitières, notamment sur la plaine de Saône. Alors concernant l'enquête, en fait, elle a touché, au final, si on regarde le nombre de bovins que ça concernait, c'est 260 prélèvements, mais en fait, ça représente plus de 4000 bovins. Du coup, on a sondé en fait l'environnement de plus de 4000 bovins. Et en gros, c'était des élevages comme on a maintenant fréquemment dans la région, c'est-à-dire des élevages où on a une centaine de vélages par an, avec, vous voyez, en gros, un quart de primipares et trois quarts de multipares. Et puis concernant les âges de prélèvement, donc entre 3 et 14 ans, souvenez-vous de l'objectif initial, c'était 6-8, et vous voyez que la moyenne d'âge de prélèvement, c'est 7,5, donc on était parfaitement dans les clous pour répondre aux attentes en fait et au cahier des charges que Christian nous avait fixé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de ces élevages, on avait aussi un cahier des charges pour les recruter, et dans le recrutement qui a été fait, il n'y en a que 4 sur les 52 élevages où on avait un historique de pathologie BVD, où on avait isolé, donc où les vétérinaires traitants avaient isolé précédemment en fait du virus. Et les autres, eh bien, on était censé sélectionner des élevages où on aurait des vaches qui correspondaient à la fois au niveau de l'âge et puis des cheptels où on suspectait éventuellement cliniquement depuis plusieurs années une virémie pour pouvoir mettre en évidence le virus, puisque si on avait prélevé avec des élevages négatifs, ça n'aurait pas été très intéressant. Au niveau vaccination, alors il y avait une tolérance, et donc 19 des 52 élevages dans lesquels on a fait réaliser les prélèvements avaient un historique de vaccination. Alors soit c'est des gens qui avaient vacciné tout ou partie du cheptel il y a plusieurs années qui avaient arrêté, et on pouvait les inclure. Soit certains ne vaccinaient qu'une partie du cheptel, donc c'est pareil, on pouvait les inclure. Et par contre, évidemment, dans le cahier des charges, on était censé exclure tous les élevages qui éventuellement avaient déjà vacciné la valence de type 2. Hein, je vous rappelle que ce sont des vaccins virus vivants, donc ça aurait été gênant pour l'étude sérologique. Donc voilà, ça c'est le contexte, voilà comment ça s'est déroulé. Donc au niveau des techniques, ce que disait Laurence en introduction, c'est classiquement les méthodes d'analyse qui sont utilisées en routine, c'est des tests ELISA, hein, des techniques immunoenzymatiques. Bon, l'avantage, bon, c'est des mesures qualitatives et quantitatives, mais d'anticorps totaux. Et comme je vous l'ai dit en introduction, on a une différence génétique entre le type 1 et le type 2, mais par contre, sur des tests ELISA comme ça, on n'arrivera pas à différencier si ce sont des anticorps spécifiques plus du type 1 ou plus du type 2. Donc cette méthode-là, de toute façon, n'était pas applicable dans notre enquête. Alors le gros avantage de ces méthodes-là, c'est qu'elles sont facilement répétées. Elles peuvent même être automatisées, c'est ce qui est le cas dans la plupart des laboratoires départementaux. C'est très rapide. Par contre, on a un biais justement par rapport au nombre de kits qu'on va trouver sur le marché, c'est qu'il y a différents kits, donc après ça va nécessiter de toute façon de sélectionner un seul laboratoire. Et le gros avantage, c'est qu'elles sont peu coûteuses. Mais donc, on n'est pas du tout parti sur ce type d'analyse. On est parti sur la séroneutralisation. Alors, je vais faire quand même un petit point là-dessus technique. C'est intéressant, je pense. Moi, j'ai découvert en fait tout l'intérêt de cette méthode d'analyse. L'avantage, c'est qu'en fait, elle nous permet de quantifier un titre d'anticorps dans un sérum. C'est-à-dire qu'on va mettre en, je vous expliquerai après, mais on va mettre en une charge virale en fait à tester, et puis on va voir avec des dilutions successives, ça va nous permettre de voir en fait si l'animal a un fort taux d'anticorps ou pas. Donc ça permet de quantifier. Aujourd'hui, c'est considéré de toute façon comme la méthode de référence, hein, ce qu'on appelle le gold standard pour la détection des anticorps BVD. Et notamment, en fait, le développement de cette technique a été notamment fait par les Allemands, justement, suite à la dernière épidémie de BVD de type 2 en 2013. Ils ont beaucoup travaillé sur cette technique-là qui leur permettait de facilement en fait, faire la différence.
Et donc on va pouvoir différencier en fait des titres d'anticorps entre le type 1 et le type 2. Ce qui nous intéressait puisque ça correspond à l'objectif initial de notre enquête. À savoir par contre que cette technique de séroneutralisation est validée depuis peu, notamment enfin, par rapport à la recherche des virus BVD, et du coup c'est une méthode qui est peu utilisée par très peu de laboratoires, et donc le choix avait été fait par le laboratoire Boehringer et puis je pense Christian qui qui connaissait très bien le laboratoire allemand, de façon à avoir en fait un laboratoire qui maîtrisait parfaitement cette technique. Donc c'est une enquête voilà, qui est très intéressante, une méthode pardon, qui est très intéressante quand on veut faire des enquêtes épidémiologiques. Alors comment ça marche? Donc le sérum en fait à tester, donc on avait prélevé, hein, il fallait qu'on en envoie au moins 2 millilitres. Il est mis en incubation et on va effectuer des dilutions successives. Donc au cinquième, puis on en reparlera un petit peu dans l'interprétation des résultats. Et on le met en présence du virus. Donc c'est une souche cytopathogène qui est sélectionnée. Et puis on va voir en fait si notre sérum mis en présence du virus BVD va être capable d'inactiver ce virus. Et donc, pour savoir s'il est capable, on met ce mélange en fait anticorps plus virus du laboratoire en présence de cellules et on voit si on a effectivement un effet cytopathogène sur les cellules qui sont mises en présence de ce mélange. Et puis au fur et à mesure des dilutions successives, l'avantage des dilutions, c'est que ça va nous permettre en fait de connaître le titre exact et donc on va dire le niveau, la quantité d'anticorps qui vont être disponibles chez le bovin donc, qui est prélevé. Donc ça va nous permettre à l'issue de ça de connaître notamment le niveau de protection en fait des animaux. Alors on pourrait donc les laboratoires au début utiliser des souches de BVD hautement pathogènes. Pourquoi? Parce que ça facilitait en fait la lecture de la positivité ou de la négativité du test, hein, puisque plus le virus va être cytopathogène, plus les cellules vont éclater, puis plus c'était facile en fait à interpréter. Mais là, le laboratoire allemand a réussi à retravailler en fait avec d'autres souches. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que les souches sélectionnées par les laboratoires là, donc sont des souches propres à ces laboratoires. Et il faut que ce soit des souches qui vont quand même réagir avec le plus grand nombre de sérums afin de détecter le plus possible les animaux séropositifs. Et c'est important, enfin c'est même primordial en fait de mettre en épreuve à la fois du BVD de type 1 et du BVD de type 2, parce que on a une réaction qui en général est un petit peu moins forte au niveau anticorps sur le BVD de type 2, et lorsqu'on a de très faibles charges, si on le mettait uniquement en épreuve avec du BVD de type 1, on pourrait en fait risquer de passer à côté, d'avoir un faux négatif. Donc les deux types de BVD doivent être utilisés quand on utilise la séroneutralisation. Donc là, c'est ce qui était proposé par le laboratoire allemand, ils avaient des souches à eux, hein, qu'ils utilisent couramment, donc une type 1, une type 2, et vous verrez dans les résultats, ça va nous permettre en fait des interprétations assez intéressantes. Alors le problème par contre de la séroneutralisation, c'est que c'est une technique qui n'est pas du tout standardisée, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a peu de laboratoires qui la pratiquent à l'heure actuelle. C'est moins rapide, donc ça nécessite en fait un temps au laboratoire relativement important. Elle n'est pas répétable, donc elle est finalement assez humainement dépendante, si je puis dire, c'est-à-dire qu'en fonction du laborantin, de son habitude, de son expérience avec cette technique, on va avoir des résultats qui peuvent être relativement différents. Donc elle est assez délicate à mettre en œuvre, et juste pour information, dans le cadre de cette enquête, Christian Guidarini nous a dit qu'il avait redemandé en fait l'analyse sur certains prélèvements, parce qu'ils avaient su que le laborantin en fait n'était pas le même, et donc le laborantin a toujours été le même en fait pour l'ensemble des résultats. Voilà, donc maintenant lecture et interprétation des résultats, comment on va interpréter en fait les résultats obtenus suite à la séroneutralisation exercée sur les sérums. Donc il faut savoir que on va avoir toujours un taux d'anticorps beaucoup plus, mais très nettement supérieur en fait quand les animaux sont en présence d'une souche sauvage du virus BVD, qui soit de type 1 ou de type 2, par rapport à ce qu'on obtiendra avec des vaccinations. Hein, on obtient, on va dire en moyenne, sur les vaccins qui ont été testés, notamment aux États-Unis, sur le BVD de type 1, on avait des sérums qui étaient positifs avec une dilution au 1/300e, et vous verrez dans les résultats dans les tableaux de résultats juste après que finalement c'est relativement faible, alors qu'on va être sur des taux d'anticorps beaucoup plus importants quand ils sont en présence de la souche sauvage. Donc le type 2, en moyenne, je vous l'ai dit,
un petit peu moins d'anticorps, enfin même nettement moins d'anticorps en général que par rapport au type 1, et on peut penser que du fait que le virus de type 2 est éliminé plus rapidement de l'organisme que le virus de type 1, c'est ce qui explique en fait cette différence de réaction humorale. Et puis l'interprétation du coup des résultats en fait va se faire alors avec l'habitude, hein, c'est-à-dire qu'il faut que le laborantin ait l'habitude d'interpréter les résultats qu'il obtient avec le test de séroneutralisation, et va se faire en fait sur la différence qu'on obtiendra entre les anticorps spécifiques type 1 et anticorps spécifiques type 2. Et donc on ne pourra conclure à la positivité type 2 sur un échantillon que si les anticorps spécifiques BVD de type 2 sont au moins 4 fois plus élevés que celui de type 1. Donc ça, c'est ce qui maintenant est acquis dans le cahier des charges de l'utilisation de cette technique. Au même titre que nous pourrons conclure à une présence de type 1 et non pas de type 2 si les anticorps dirigés contre le type 1 sont au moins 4 fois plus élevés que celui du type 2. Et puis, vous verrez que fréquemment, on a des situations qui sont intermédiaires. Alors, vous allez dire, bon, là, c'est un petit peu au bonheur à la chance. Et effectivement, l'expérience du laboratoire, dans ces cas-là, va aider en fait à l'interprétation et qu'il faudra, comme de toute façon toujours, remettre en relation avec le contexte épidémiologique. Donc, la mise en pratique. Donc, je vous ai mis des résultats qui sont tirés donc de l'étude qu'on a réalisée l'hiver dernier. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, vous voyez, à chaque fois, on avait des lots de 5 animaux. Donc là, c'est très simple. Donc vous voyez BVD, la souche NADL pour le type 1 est utilisée donc pour la mise en épreuve, et puis on a une autre souche de BVD de type 2 pour mettre en épreuve les anticorps spécifiques type 2. On considère en fait dans la technique de séroneutralisation qu'on va avoir donc des négatifs à partir du moment où on n'arrive pas à avoir d'effet protecteur sur les cellules avec une dilution au 5e. Donc vous voyez ici, là, dès la première dilution, on avait des cellules qui éclataient, donc c'était des animaux qui étaient parfaitement naïfs. On y reviendra un petit peu après dans l'interprétation, ce sont des animaux relativement dangereux. Donc là ici on a négatif, c'est des animaux qui n'ont jamais été en contact, malgré leur âge, avec le virus BVD, ni par la vaccination, ni par la souche sauvage. Ensuite, donc dans la même clientèle, alors là vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez notamment sur les 2 premiers animaux, des animaux qui présentent des taux d'anticorps qui sont très élevés, hein, puisqu'on a des dilutions jusqu'au 7 millième où on a encore un effet protecteur. Donc par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, ça c'est typique justement d'une infection par la souche sauvage. Et visiblement, quand on regarde les 5 animaux qui ont été prélevés au hasard dans ce cheptel-là, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une circulation virale récente. Et vous voyez, il y a juste un animal qui, lui, n'a pas réagi. Alors, est-ce que c'est un animal qui vient d'être importé dans le cheptel? Peut-être, mais en tout cas, il y a visiblement une circulation virale. Et vous voyez aussi sur ce résultat-là que on a quand même un coefficient multiplicateur qui est beaucoup plus élevé en faveur du BVD de type 1. Et du coup, la conclusion, c'est qu'on a une présence de souches de type 1 dans ce cheptel-là. Donc vous voyez que la séroneutralisation va nous permettre de statuer sur le type de virus qui circule dans le cheptel. Alors ensuite, il y a des situations qui sont un petit peu plus compliquées. Vous voyez ici donc sur ce premier tableau, on a des positifs mais avec des taux d'anticorps qui sont beaucoup plus faibles. Alors on considère qu'un animal est protégé face à une infection virale sauvage à partir du moment où on va avoir un taux d'anticorps qui va répondre à une dilution d'au moins 1 125e. Donc vous voyez que sur les 5 animaux du premier tableau, face au BVD de type 1, vous avez 4 des 5 animaux qui sont supérieurs au 1 125e, hein, puisqu'on est à 1 160e, et par contre il y en a un avec une dilution de 1 113. Donc là, cet animal-là, on peut considérer en fait qu'il n'est pas très bien protégé, voire pas protégé en fait face au BVD. Concernant l'interprétation des résultats, on a par contre un coefficient multiplicateur qui là aussi est très en faveur du BVD de type 1. Donc on a conclu effectivement, vous voyez dans les résultats, que ce cheptel a été mis à l'épreuve avec du BVD de type 1. On peut supposer que ça fait partie des cheptels en fait qui dans l'historique ont probablement vacciné il y a quelques années et on aurait encore éventuellement des restants d'anticorps. En tout cas, visiblement, il n'y a pas eu de passage sauvage dans ces cheptels-là,
depuis un bon moment. Ensuite, sur le tableau juste en dessous, moi je voulais attirer votre attention sur le fait que sur les 5 animaux prélevés, vous voyez, ils sont tous avec des taux d'anticorps qui sont non protecteurs. Et notamment, vous avez carrément un animal qui est classé négatif. Alors qu'il est de la même génération que certains de ses congénères qui sont positifs. Donc là, on a typiquement un cheptel qui est très à risque, avec un fond de circulation virale probablement. Il faut savoir que ce cheptel-là, on peut avoir un animal négatif dans un cheptel où le virus circule. Ça veut dire qu'on ne se débarrasse pas facilement du virus BVD et qu'on risque d'avoir, notamment avec les cheptels qui grossissent, un paquet d'animaux en fait qui seront sensibles au virus BVD. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien qu'au niveau protection des cheptels, on est loin en fait d'être au top. Et puis là, il y a des exemples beaucoup plus complexes où les conclusions sont pas toujours évidentes. Alors vous voyez sur ce premier tableau, il y a un animal, donc vous avez 2 animaux négatifs dans le cheptel. Il y a un animal où on peut trancher effectivement, puisqu'on a un taux d'anticorps BVD type 1 qui est nettement supérieur avec le coefficient multiplicateur supérieur à x4. Donc on peut conclure. En revanche, vous avez le premier animal où on a des taux d'anticorps qui sont équivalents type 1, type 2. Donc là, on ne peut pas trancher. Et après, c'est effectivement avec le contexte épidémiologique qu'on s'orientera peut-être soit vers une infection mixte, type 1, type 2, ou vers du type 1, puisqu'il y en a quand même un où effectivement on pouvait identifier le type 1 plus clairement. Ensuite, dans le deuxième tableau, si vous avez suivi, vous allez dire comment ça se fait que cet animal n'est pas classé, type 2 alors que le taux d'anticorps type 2 est bien supérieur à 4 fois le type 1. Eh bien là, bon, c'est l'expérience du labo qui va faire. Vous regardez dans ce même cheptel, en fait, on a des animaux qui pourraient être classés type 1, mais ce qui est quasiment sûr, c'est que dans ce cheptel-là, on a du virus de type 2 qui a circulé, peut-être concomitamment avec du type 1. Et puis enfin, voilà, quand vous vous retrouvez avec des résultats comme ça, vous savez pas trop quoi en penser. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on voit bien qu'on reste avec des taux d'anticorps relativement faibles dans tous ces cheptels et que du coup, le niveau de protection est pas toujours assuré. Donc le bilan de ces 260 analyses, au final, c'est quand même 152 prélèvements positifs. Donc là, je parle du nombre d'animaux. Pour le type 1 spécifiquement, donc on est à plus de 50%, on est 55-60% des animaux. 45 prélèvements donc sur les 260 avaient des taux d'anticorps, vous avez vu, relativement proches. Donc 23 ont été considérés, donc là ça demande un petit peu d'expérience, les gens qui ont interprété ça avaient l'expérience de la séroneutralisation, donc avec des affections mixtes, type 1, type 2, et puis avec le contexte épidémiologique ou antérieur de vaccination à du type 1 dans certains cas. Ce qui nous fait donc en tout 197 positifs sur les 260. Alors vous voyez qu'au niveau prévalence, on voit bien quand même qu'on a une circulation virale qui est très importante. On a 63 prélèvements négatifs, donc là on parle bien des animaux, mais au final, il y a seulement 6 élevages avec 100% des animaux négatifs sur les 52. Donc ça veut dire qu'on a quand même une présence du virus dans la région qui est énorme, et ce qui correspond à peu près à toutes les régions allaitantes en France. Et ces 6 élevages-là, par contre, quand on voit qu'ils sont entourés justement de cheptels où vous avez du virus qui circule, et ben moi je serrerais les fesses parce que
savoir si on a plutôt du type 1, plutôt du type 2. Il est urgent, je pense, de mettre des plans en place au niveau peut-être régional dans un premier temps, puis national. À savoir que, bon, bah, vous savez qu'il y a un plan national d'éradication de la BVD qui est en chauffe à Paris. Malheureusement, ils sont un petit peu loin de nos problématiques régionales. Les conséquences économiques restent très importantes de cette maladie. Elle peut rester des années et des années dans un cheptel. Et puis, ce qui nous pend au nez quand même, c'est que notre bassin allaitant bourguignon est très dépendant des exportations, notamment vers l'Italie, et que nos amis italiens, ils en ont un peu marre de rentrer des hippies dans leur centre d'engraissement, et on risque de se diriger dans quelques années soit vers un dépistage systématique, soit vers une demande de garantie, notamment de cheptel non hippie. Alors la réflexion, c'est avec 60% de positifs quasiment à travers la région, quel plan d'éradication choisir? Je vois pas comment on pourrait s'en sortir sans une vaccination temporaire associée effectivement à du dépistage et élimination, mais en tout cas on va y aller tout droit. Et alors bon, bah certains diront peut-être que je vais faire la promotion du dernier vaccin BVD disponible en France, mais à partir du moment où on a la chance de pouvoir vacciner contre les deux types, je vois pas pourquoi on s'en priverait. À titre d'exemple, si on revient un petit peu sur la parasito, on a fait la chasse à la grande douve pendant des années et des années, et puis nous, bah, dans nos campagnes, c'est le paramphistome qui a pris la place. Et depuis 15 ans qu'on fait la chasse au paramphistome, et bah, c'est la grande douve qui a pris la place. Donc je pense que si on peut vacciner contre les deux types, c'est quand même plus intéressant. Et je terminerai là-dessus. Il y a 20-25 ans, on recommandait en fait de faire des vaccinations partielles des cheptels, notamment on disait aux éleveurs, bah, si vous vaccinez toutes vos génisses qui rentrent dans le troupeau reproducteur, ça sera suffisant pour faire de la protection contre le virus BVD. Avec la taille des cheptels qui augmente, on se rend compte que c'est impossible aujourd'hui. Vous avez vu, il y a des animaux qui restent négatifs dans des cheptels positifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas été en contact avec le virus, et le jour où ils vont l'être, on risque d'avoir des gros soucis. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, la recommandation, c'est vraiment ça, c'est de partir sur de la vaccination systématique sur tout le troupeau de gestantes.